Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur IHT les RCFM pour notre dernière émission consacrée à l'élection territoriale dans le cadre de Contraste et hasard des choses et du calendrier électoral. Nous recevons aujourd'hui deux grands noms de la politique insulaire issus de deux familles qui ont marqué l'histoire politique de la Corse. Paul Jacobi dans la deuxième partie de cette émission et Camille de Rocazère pour débuter notre entretien. Camille de Rocazère, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Sur ce plateau, vous serez interrogé par Roger Antèche de Corse ce matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Vinci-Guerre de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Bonsoir. Camille de Rocazère, alors pour la première fois de votre carrière politique, vous vous retrouvez dans le rôle, la position de l'insoumis, du rebelle, voire du séditieux. Vous n'avez pas l'investiture du mouvement Les Républicains. Votre ami ou votre ex-ami, je ne sais pas, Nicolas Sarkozy vous a lâché. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette position de dissident? Non, je suis dans l'orthodoxie. Je suis celui qui respecte, je dirais, sa famille politique, qui est engagée, qui l'a toujours rassemblée. C'est-à-dire que je ne commence pas par diviser pour rassembler, je rassemble. Ross ne la respecte pas, c'est tort. Mais écoutez, ce n'est pas José Ross qui est en cause. José Ross n'est pas en cause. Mais l'orthodoxie, c'est aussi lorsque on décide qu'il doit y avoir une fusion le soir du premier tour. Qui dit fusion dit qu'en principe, il n'y a pas d'investiture. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde avait compris. Donc c'est ça l'orthodoxie. Bon, il se trouve qu'il y a une investiture qui a été donnée à la liste de José Ross. Je m'en réjouis pour lui. Pour ma part, ce n'est pas ça qui était déterminant pour pouvoir m'engager au service de la Corse avec 50 colistières et colistiers à mes côtés. Et simplement, nous avons dit que nous allions nous retrouver. Cela fait partie de l'orthodoxie. C'est lorsque, depuis 25 ans ou 30 ans que je suis engagé dans la vie publique, j'ai toujours servi ma famille. Je n'ai pas attendu qu'elle me serve. Je l'ai toujours servi, j'ai toujours rassemblé, j'ai toujours favorisé l'union que la division. Il y a des événements qui sont produits, qui ont entraîné cette situation. Voilà, n'y revenons pas. Maintenant, je regarde devant. Et ce qui compte pour moi, c'est d'apporter à la Corse des réponses avec ma famille politique rassemblée. Finalement, c'est si important que ça, une investiture. Qu'est-ce que ça? C'est de quel poids électoral? Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut capter aussi les lecteurs? Parce que les différences entre Camille de Rocazère et José Ross, si elles ne sont pas dans les programmes au moins si évidentes que ça. Ben, heureusement que nous sommes proches, parce que sinon, ça serait difficile de dire que nous allions fusionner. Nous avons déjà été ensemble par le passé, très souvent. Mais justement, qu'est-ce qu'un électeur de droite peut penser pour vous différencier? Sinon l'investiture. Des différences dans l'attitude, des différences dans la méthode, et puis le fait que, je dois dire que lorsque j'observe la situation et la campagne qui s'est engagée depuis quelques semaines, j'étais dans l'action lorsqu'il n'était plus dans l'action. Et que d'autre part, je dois dire que la position de mes collègues parlementaires sur cette liste peut troubler lorsqu'on sait qu'ils ne participeront pas à l'aventure finale. Donc ça fait des différences. Ensuite, sur le reste... Vous reprochez l'éclipse de 10 ans de José Ross. Je ne reproche pas l'éclipse, mais si vous voulez... c'est ce que vous avez dit. Par rapport à ce qu'il a dit, j'ai bien entendu que je n'ai pas eu la parole. Mais tout le monde peut avoir la parole. Personne n'interdit à un leader politique, je dirais de talent, de prendre la parole et de s'exprimer sur tous les grands sujets de la Corse. J'aurais aimé que ma famille politique, ceux qui n'étaient pas forcément élus à l'Assemblée de Corse, s'expriment davantage sur tous les grands sujets que nous avons traités pendant 5 ans. Il n'a pas été éclipsé, il était présent d'une certaine façon. Ce retour a pu perturber certaines personnes, je l'entends dans la rue, je l'entends sur le parcours. Pour ma part, aujourd'hui, la question, ce n'est pas celle de José Ross, ni de Camille de Rocazère. La question, c'est: avons-nous en commun des valeurs essentielles? Avons-nous des convictions à partager? Avons-nous un projet pour que le 6 au soir, nous nous retrouvions, quelles que soient les réponses que les électrices et les électeurs auront données à l'un à l'autre? Camille de Rocazère, chacun de vous fait assaut de proclamation unitaire. Mais quand on a vu ce qui s'est passé très récemment encore, il y a 2 semaines, au Conseil général de la Corse du Sud, avec cette espèce de guérilla parlementaire, on se dit que chez vous, l'union, c'est pas un combat, c'est une guerre. Hein. Non. N'en rajoutez pas. Regardez plutôt à gauche ce qui s'est passé. Non, mais lorsqu'on a... On n'est pas dans la consolation. Lorsqu'on a une majorité sortante, qu'on a réussi en 2010, Paul Jacobi avait rassemblé, paraît-il, toute sa famille politique, toutes les familles de gauche.
Il se trouve qu'il y a une implosion à la sortie, à l'arrivée. Ça veut dire qu'il y a quand même des désillusions, des désaccords, des guerres internes, des déceptions personnelles. Beaucoup de choses se sont passées. Quant à nous, je regrette ce qui s'est passé depuis le début au conseil départemental. Mais je regarde devant. L'essentiel n'est pas aujourd'hui de régler l'affaire départementale, elle se réglera. L'essentiel aujourd'hui, c'est de consacrer notre énergie. Il y a de la rancœur quand même. J'ai toujours dépassé les rancœurs, les divisions, parce que pour moi, il y a un objectif. Il faut gagner. Pour gagner, on ne peut gagner qu'ensemble. Donc mon seul objectif, il est là. Et quelles que soient les rancœurs qu'il peut y avoir à titre personnel, à titre collectif, quelles que soient les divisions du passé, eh bien, nous allons passer au-delà de cela, parce qu'il y a le service de la Corse, il y a l'intérêt de la Corse qui prédomine. Vous parliez de Sauvergano Fichette et Laurent Marcangel qui, au second tour, quitteraient la liste au moment de l'Union. Qui sont des amis avec qui je travaille à l'Assemblée nationale. Est-ce que Jean-Jacques Pannone y sera de la fusion? Parce que, est-ce qu'il va retrouver des gens sur la liste Rossi dont la présence peut-être pourrait le gêner dans un second tour? Vous avez cette assurance-là ou non? Totalement, sans aucun doute. Nous sommes engagés dans le même combat, avec le même objectif, c'est de gagner pour mettre en œuvre un projet pour la Corse, pour changer les choses, pour porter la Corse, je dirais, vers un avenir autre que celui qu'elle connaît aujourd'hui, et notamment dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la croissance, dans le domaine de la création d'activités, en réponse à l'attente de notre jeunesse. Nous sommes d'accord sur tout, et il n'y aura aucun doute à avoir, le soir du 6, les choses vont se faire normalement. Alors, il y a au moins une différence avec José Ross, c'est la collectivité unique. Vous voulez d'une chambre des territoires, d'un comité des territoires. Non. José Ross ne veut pas l'entendre parler. Qui c'est qui l'emporte? C'est celui qui arrive en tête, qui impose... Écoutez, moi je n'ai jamais été pour la dictature, je suis un libéral, un gaulliste libéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout sera objet de dialogue. Mais je pense que celui qui arrive en tête, il détermine quand même la ligne, puisqu'il ne faut pas tromper les électrices et les électeurs qui auront voté, qui auront soutenu une ligne. Il y a une ligne, il y a des différences. Mais je ne suis pas pour la Chambre des territoires. J'ai proposé, en première lecture, je dirais, de notre débat interne à l'Assemblée de Corse, qu'il devait y avoir, dans le cadre d'une collectivité unique, où nous faisons disparaître le département et donc les compétences des conseils départementaux. Et que pour moi, avoir une représentation uniquement avec toutes les compétences dans les mêmes mains, un pouvoir centralisé régional, c'est-à-dire l'équivalent du pouvoir central national que nous avons souvent combattu, on ferait la même chose à notre échelle. Je pense que ça serait une erreur. Et par rapport à cela, j'ai proposé effectivement que en 2003, on a vu quel était notre échec. Notre échec, c'était l'absence de correspondance à la proximité, la perte de cette proximité. Il y a des territoires qui sont des territoires fragiles, des territoires inquiets, des territoires qui ont peur pour leur avenir. Il faut donc les intégrer. Ne peut pas jouer ce rôle? Ah, justement. Alors, vous n'avez mal suivi l'évolution de ma pensée. Précisez. J'ai eu au début, effectivement, cette ambition d'une chambre des territoires, une chambre, pas deux chambres. Et puis on en a discuté avec Pierre Chaubon, qui était d'accord avec moi d'ailleurs au départ, pour imaginer. Mais lorsque j'ai vu qu'il n'y avait pas un accord suffisant entre nous et que certains voulaient en faire une coquille vide, une nouvelle agence, les territoires, tout cela raccordé à l'exécutif, ça ne veut rien dire, c'est une coquille vide. Donc j'ai réfléchi. Vous avez au niveau national 4 niveaux. Vous avez 1, la commune, 2, l'intercommunalité, 3, le département, 4, la région. Vous avez dans d'autres régions, vous avez là où il n'y a pas de département, vous avez des métropoles, donc 4 niveaux. En Corse, il n'y aura plus que 3 niveaux. Et la question, c'est le renforcement de l'intercommunalité. Renforcement en compétences, en moyens. La question qui se pose et qui n'est pas résolue aujourd'hui, c'est dans cette gouvernance. Parce que si nous faisons des territoires, il ne faut pas que ce soit des coquilles vides, qui ne soient pas, je dirais, dépendants en totalité de la collectivité unique. Et là, nous voyons aujourd'hui qu'il y a un débat entre nous, avec certains territoires qui veulent garder leur identité, leur authenticité, et d'autres qui sont prêts à fusionner. Donc il faudra trouver la formule. Donc le débat n'est pas tranché. Le débat n'est pas tranché, mais j'irai plutôt, je le dis personnellement, sur le renforcement des intercommunalités qui évite de créer une nouvelle strate. Alors Camille de Rocaise, je voudrais vous poser une question sur les alliances de troisième tour, parce qu'on voit quand même un éclatement du paysage électoral. Le premier tour est essentiel, donc oui. Aussi, le troisième tour, vous anticipez trop. Mais ça pourrait s'avérer nécessaire quand même. Alors première hypothèse, si les nationalistes sont en passe de gagner, est-ce qu'on peut imaginer, comme ça s'est déjà fait en 92, une sorte de front républicain, je dirais, à l'uso corso?
Vous l'aviez fait en 92, Écoutez, votre père, avec Paul Jacob. Est-ce que c'est imaginable, ça? Vous avez une lecture, mais moi je vous parlerai plutôt de 98, où nous nous sommes retrouvés, la famille libérale, l'ensemble des 3 listes se sont regroupées. Il y aura une majorité, si nous arrivons en tête le soir du premier tour... Mais relative, peut-être. Il y aura une majorité, mais une majorité relative si nous sommes à 24 ou 25 élus. Oui, mais si vous êtes à 20 ou 21, c'est plus pareil. Reconnaît tous les mérites de sa gestion passée, nous pourrons en parler, j'espère. Mais à 24, il a pu effectivement avoir une majorité pour les votes les plus importants. Bon, pour ne pas faire grand-chose malheureusement au service de la Corse, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Mais pourquoi voulez-vous absolument que nous soyons contraints à... D'abord, le soir du premier tour, c'est une hypothèse. Il y a une union de la famille libérale, centriste et gaulliste qui se fera. Bon. Le soir du deuxième tour, cette union favorisera la victoire. Et j'en suis convaincu. Vous avez plus de chances d'avoir l'union de la droite que d'avoir l'union de la gauche. Vous le savez très bien. Sachant que chez nous, les 2 listes dépasseront largement le cadre des 7%. Est-ce qu'il peut y avoir une union transversale? C'est ça la question. Vous savez que la prime majoritaire suffira pour garantir à la Corse pour l'instant, elle n'a jamais suffi. Nous l'avons dit les uns les autres, et là-dessus, avec José Ross, il n'y a pas d'ambiguïté entre nous. En tout cas, dans ce qui est présenté médiatiquement. Et donc j'espère que ce qui est dit sera la vérité à l'arrivée. C'est qu'il ne pourrait y avoir d'accord qu'avec ceux qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes convictions et qui ont les mêmes orientations. Pouvons-nous nous entendre avec ceux qui auraient voté le PADUC, alors que nous sommes opposés au PADUC? Pourrions-nous nous entendre avec ceux qui ont, je dirais, justifié, favorisé et voté le statut de résident? Bon. À partir du moment où vous voyez que 2 thèmes centraux nous sommes en opposition, comment voulez-vous que nous puissions nous entendre pour constituer une majorité? Parce qu'il faut de la cohérence. Mais moi, ce que j'ai demandé, et je le dis à tous mes amis, il faudra que les électrices et les électeurs le sachent avant le second tour. Parce que les majorités à loose course, comme vous dites, de 3e tour, c'est pas pour moi la meilleure clarté, la meilleure façon de donner de la transparence à l'élection. Et pour moi, le suffrage universel... Est-ce qu'une alliance est envisageable au 3e tour toujours avec le Front National? Écoutez, elle a eu lieu en 84. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Non, mais attendez, ne confondez pas Pascal Arrigue... Pascal Arrigue venait de la famille gaulliste. Il y a eu l'Algérie française qui a été déterminante dans la vie et pas que la sienne. Mon père aussi était Algérie française, donc Pascal Arrigue a fait un peu tous les partis. Oui, c'est un homme d'exception, qui était fondamentalement, je dirais, très proche des gaullistes et qui avait joué un rôle éminent à l'Assemblée nationale, puisqu'il avait été rapporteur général du budget et qui aurait pu, s'il n'avait pas eu cette forme de dissidence à un moment donné, aurait eu une carrière politique exceptionnelle au niveau national. Bon, on le sait. Mais parlons d'aujourd'hui. C'est non, le Front National? Écoutez, je suis républicain. Vous voyez bien aujourd'hui, et je ne tomberai pas dans tous les pièges non plus de M. Valls qui essaie de faire croire qu'il faudra que la gauche entende avec... c'est une façon en même temps de donner un signal UMPS pour faire monter le Front National. Bon, donc pas d'accord avec le FN? Mais non, il ne peut pas y avoir d'accord. Mais la question, ce n'est pas d'avoir un accord avec le FN. La question, c'est que s'il y a de bonnes questions posées, il faut apporter des réponses. C'est la défaillance de nos partis, de nos familles politiques, à apporter de vraies réponses. C'est une défaillance nationale, une défaillance européenne par rapport à des peurs, par rapport à des choses qui sont une réalité. C'est comme, je vais prendre avec les nationalistes. La famille nationaliste met en avant le problème du foncier. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de problème foncier. Mais la réponse qui est donnée n'est pas la meilleure des réponses, c'est même la pire des réponses. Donc, si la question est bonne, si le diagnostic est bon, travaillons ensemble pour apporter des réponses pragmatiques. Et c'est vrai avec ceux qui votent Front National. Ils votent parce qu'il y a aujourd'hui un rejet, il y a aujourd'hui une peur de l'avenir, et c'est à nous d'apporter des réponses. Non pas pour dire vous n'avez pas le droit d'avoir peur, non pas pour dire que ça n'existe pas, ça existe. Donc apportons des réponses. Soyons clairs là-dessus, sur des points essentiels que les électrices et les électeurs se posent, que les citoyens se posent. Il y a une réalité. Alors, engageons-nous. Avant de passer au programme, une dernière question. On en parlera tout à l'heure sans doute avec Paul Jacob. Il y a un climat d'affaires qui est né autour de la campagne. Et très peu de camps sont épargnés. Deux de vos colistiers, Stéphanie Grimaldi et Jean-Jacques Panunzi, auront
ou ont eu affaire avec la justice. Qu'est-ce que ça dit du comportement politique? Qu'est-ce que ça dit de l'attitude des juges? Et qu'est-ce que ça peut dire aussi du jugement des électeurs qui viendraient demain? Écoutez, je pense que les électeurs savent faire la distinction entre ceux qui ont commis de vrais délits et ceux qui, aujourd'hui, doivent d'abord bénéficier, comme tout le monde, de la présomption d'innocence et attendre sereinement un jugement. J'ai toute confiance, je connais les deux. Et je sais que les choses... Il n'y a pas une déviance des comportements politiques de façon générale, Camille de Rocazert, à force de l'habitude Écoutez, autour de moi, je ne vois que des gens qui ont travaillé, des gens qui peuvent avoir par moments des passages difficiles. Je vois aussi que l'action publique devient très compliquée et qu'effectivement, il n'y a plus de sécurité pour les donneurs d'ordre. Et que donc, à ce moment-là, il faut être encore plus vigilant. Mais entre le soupçon, entre le mode accusatoire et la réalité, attendons sereinement. Je suis serein quant à l'avenir de mes colistiers, parce que j'ai des discussions avec eux. Sur la liste. Il n'y a aucune raison de remettre en cause. Attendons sereinement l'action de la justice. Pour ma part, je connais les personnes et je sais qu'elles ont leur place pour travailler au service de la Corse. Si l'on décrypte vos propos, pour Stéphanie Grimaldi, Jean-Jacques Panoun, ce ne sont pas des vrais délits. En plus, il y a la présomption d'innocence. En revanche, pour les autres, point de suspension. Non, j'ai dit présomption d'innocence. Non, j'ai dit présomption d'innocence pour tout le monde. Non. Mais l'action publique, j'ai une éthique en politique. Voilà. Pour ma part, je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. Et j'ai toujours dit que j'assumerai mes responsabilités. La responsabilité en politique est essentielle. L'exemplarité en politique est essentielle. J'ai cru déceler une critique de Paul Jacob dans vos propos. Non, vous cherchez des critiques à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là. Dans la gestion, j'ai beaucoup de critiques. Eh bien, on va y venir. Et dans l'action qui a été menée, j'ai beaucoup de critiques. Et dans la méthode et la manière aussi. Dans la manière. Parce qu'il y a des choses que je trouve inacceptables et des résultats qui ne sont pas probants quant à ce qu'il revendique de son action pendant ces 5 ans. Alors, il reste 8 minutes d'émission. Il faut aller vite. On en vient à votre programme, Camille de Rocazert. Vous avez présenté des propositions dans le domaine économique. Parmi elles, il y a la baisse et puis la suppression à terme de la taxe des transports. Oui. L'objectif, c'est de faire baisser, évidemment, le coût de ceci et pour attirer encore plus de touristes. Alors, finalement, le logiciel ne change pas encore le tourisme, de plus en plus de touristes. Écoutez, demandez à tous les producteurs agricoles, ceux qui travaillent, qui produisent, s'ils se satisferont du marché intérieur. Bien sûr, on peut exporter, mais vous avez un marché qui peut venir satisfaire la production de la Corse, qui est le marché touristique. Il est insuffisant aujourd'hui ? Il est totalement insuffisant. Pourquoi ? Parce que vous avez... Il n'y a pas assez de touristes à Porto Rico aujourd'hui ? Attendez, mais vous Pour avez... parler d'une ville que vous connaissez bien. Ben oui, il y a beaucoup de touristes au mois d'août. Mais pourquoi ne pas imaginer d'avoir beaucoup plus de touristes toute l'année ? J'étais l'autre jour à Pilacanal, il faisait un temps magnifique, on était sous une tonnelle dans un bar en train de prendre un verre avec un soleil magnifique. Que m'a dit le maire ? Il n'y a personne, il devrait y avoir du monde. Et c'est ça la différence. Pourquoi voulez-vous condamner le tourisme comme si c'était un mal, alors que je dis que c'est un bienfait parce que nous avons des capacités, et il ne s'agit pas d'un tout tourisme, ça n'a jamais existé nulle part. Il s'agit simplement, le tourisme c'est des services, c'est plein d'activités. C'est au service de l'agriculture. On parle d'agrotourisme. Si nos productions sont de qualité, ça fait venir un tourisme de qualité. Mais ce tourisme de qualité ne peut venir que 2 ou 3 mois par an. Oui, mais... Si vous voulez avoir la satisfaction d'amortir les investissements dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le logement, dans tous les domaines d'activité qui créent de l'emploi, et de l'emploi à forte valeur ajoutée, il faut bien étaler davantage. C'est le montant de la taxe, c'est important pour les ressources de la collectivité territoriale qui n'en a pas beaucoup. Non, mais moi je justifie le tourisme comme je justifie l'économie numérique, comme je justifie l'agriculture, et j'étais un grand défenseur de l'agriculture. J'ai aidé les agriculteurs à sortir de leur endettement et avoir un plan de relance. Mais le tourisme, c'est un bienfait pour la Corse. Simplement, il faut l'organiser autrement, qu'il soit plus forte valeur ajoutée et qu'il soit davantage étalé sur l'année. J'ai proposé... Ce qui n'a pas marché hier marcherait demain. L'étalement, par exemple. Mais vous le voyez bien. L'étalement, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte cette stabilité ? Il faut libérer le ciel de la Corse, il faut libérer la mer. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui est totalement un système administré, un système, je dirais, malthusien. Eh bien, il faut l'ouvrir. Vous parlez souvent des low cost. Les low cost, ce n'est pas un mal.
C'est simplement quelque chose qui se développe partout dans le monde et partout en Europe. Allez en Sardaigne, à Alghero, à Olbia et à Cagliari. D'accord. Vous verrez toute l'année des avions. Comment vous compensez cette baisse? Suppression de 37 millions, c'est pas La rien. première chose, pour être rapide, je la baisse progressivement année par année pour l'amener, parce que ça, on peut le faire tout de suite. La baisse d'une taxe va générer de l'augmentation du trafic. Donc, la baisse est compensée par le volume de trafic qui crée du produit nouveau. C'est comme dans une commune, vous baissez la taxe d'habitation, vous avez une attractivité et vous avez l'assiette qui s'élargit. Si ce n'est pas suffisant, ne sommes-nous pas capables de faire des économies dans cette collectivité lorsqu'on a gaspillé l'argent public en fonctionnement? Oui, enfin, ça, c'est ce que disent tous les candidats, et puis après, arriver au pouvoir... Eh bien, vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Aujourd'hui, en tout cas, le résultat est simple. C'est que Vous vous engagez à supprimer des emplois à la CTC, c'est pas supprimer les emplois. ne pas remplacer des Il départs à faut la les retraite. emplois publics nécessaires à assurer le service public et il faut la qualité des formations des emplois publics pour apporter l'ingénierie Est-ce qu'il y aura nécessaire une au diminution des fonctionnement. effectifs? Il y aura forcément une réduction à terme par départ à la retraite des effectifs. Aujourd'hui, les dotations publiques diminuent. Il faut bien trouver des sources d'économie dans la dépense, mais il faudra aussi avoir une ingénierie financière différente. Je continue sur les prix. Vous avez autre chose à négocier. Vous voyez bien que les droits sur les tabacs, les droits sur les alcools sont menacés. Et vous avez la taxe des transports, 37 millions. Eh bien, il faut négocier avec l'État tout de suite. Je le dis, vous le savez bien, vous ne pouvez pas me critiquer là-dessus. C'est moi qui ai dit le premier qu'il fallait au moins une part du produit de la TVA, qui est un produit dynamique. Oui, Mais ça oui. vous le dites, mais Bercy n'entend pas trop de cette oreille. Hein. Mais Bercy Et les gouvernements de l'entendra. droite n'ont pas C'est fait une plus de négociation transferts que ceux de globale. gauche, hein. Il n'y a pas besoin de modifier la Constitution pour arriver à cet objectif. Ah non, c'est une question de Et volonté puis, politique, il y a une mais deuxième il n'y est pas. chose. Il y a une deuxième chose. Parce que là, on est sur un volume global, touristique et autres, pour faire baisser les tarifs. Mais vous avez le tarif résident. Le tarif résident, il nous incombe. Et là, lorsque Paul Jacob lui-même dit qu'on peut faire 30 à 40 millions d'économies sur la dotation de continuité territoriale, je dis au moins 40 millions, à condition de ne pas faire des bêtises demain, notamment au niveau de la desserte maritime. Parce qu'on voit qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle qui coûtera cher, un modèle qui peut faire des économies. Je redistribue un tiers de ces économies en baissant le tarif résident, un autre tiers des économies en faisant des infrastructures aéroportuaires, et le troisième tiers, après avoir négocié avec l'État, parce qu'il faut avoir une modification législative, un tiers pour financer un emprunt sur le réseau national. Par ailleurs, je l'ai dit, et vous le savez, j'ai proposé qu'on fasse appel à la Banque européenne d'investissement. Oui, mais il faut pour avoir de un très l'argent grand pour projet. ça, parce que la Banque européenne, elle prête, elle ne subventionne pas. Elle Les prête, finances oui. de la collectivité territoriale ne sont pas terribles. Elles ne sont pas terribles par la faute de la gestion actuelle. Paul Jacob dit c'est aussi de la vôtre avec les emprunts toxiques. Des hein. emprunts toxiques qui vont coûter 100 millions ils ont d'euros. bon du dos, gros. les emprunts toxiques. On aurait pu les renégocier peut-être plus tôt, mais tout le monde a eu des emprunts toxiques. Regardez, M. Bartolone a eu des emprunts toxiques. 100 millions d'euros, Non. dit Paul Jacob. Ça aura Oui. coûté 100 millions d'euros. Eh bien, il aurait pu renégocier plus tôt. Il y a des emprunts toxiques dans beaucoup de collectivités, de grandes collectivités. Ça, c'est le drame de Dexia. Et ça grève vos possibilités financières. Donc, à faire appel à BEI, il faut pouvoir Vous savez, avoir du si on fait répondant. des économies en dépenses, et la dépense, ça n'est pas uniquement les personnels. Hein. Il ne faut pas mettre tout sur le dos des personnels. La dépense, c'est aussi dans d'autres domaines de dépenses. Il y a des dépenses de fonctionnement qui sont parfois inutiles, voire somptuaires. On peut très bien faire des économies. On peut éviter d'aller louer des locaux à des prix prohibitifs pour satisfaire quelques intérêts. On peut trouver des économies partout. Et c'est là le travail qu'il faut faire. Parce que si vous ne faites pas les économies, il y aura de l'impôt. On sait que les dotations baissent. Nous, on nous reprochait que les dotations n'augmentaient pas. Aujourd'hui, elles baissent. On reproche aujourd'hui à la majorité sortante, on reproche au gouvernement d'avoir pris en otage les collectivités locales. Oui, moi je reproche. Et donc, face à ça, je sais que ça sera malheureusement durable. Je dois apporter des solutions dans le cadre d'ingénierie financière nouvelle, de recherche de financement nouveau. Et c'est en faisant appel à l'épargne publique, en faisant appel à les grandes ressources, je dirais, où il y a de la matière financière, la Banque européenne d'investissement est capable d'investir fortement. C'est à nous de savoir convaincre. Jamais nous n'avons été chercher des financements au niveau de la Banque européenne d'investissement. Eh bien, nous irons. C'est vrai, c'est une idée nouvelle. Effectivement. Dernière question, Camille de Rocazère. Vous êtes élu président de l'exécutif, 2017, élection législative. Quel est votre choix? Vous restez député ou alors vous êtes à plein temps à l'exécutif? Écoutez, j'ai vu que certains revendiquent le temps plein. José Il Ross. y a le temps plein travaillé.
savez, l'équivalent de temps plein travaillé, c'est utile. Parce que le temps plein, ça peut être utile à condition de l'utiliser à bon escient. J'utiliserai tout mon temps au service de la Corse. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que, en tant que parlementaire, j'apporte aussi une réponse parce que le parlementaire va être décisif dans les 2 ans qui viennent pour travailler sur les ordonnances, travailler sur tout le domaine législatif au service de la Corse. Donc je crois que je peux assumer comme d'autres et nous verrons le temps venu ce qu'il y aura lieu de faire au service de la Corse, toujours et seulement au service de la Corse. Réponse en 2017. Camille de Rocazera, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Après ce petit jingle, on se retrouve avec un nouvel invité, Paul Giacobbi. À tout de suite. Paul Giacobbi, bonsoir, bienvenue parmi nous pour ces 26 minutes d'entretien. Alors vous menez une liste qui est composée de personnalités de diverses sensibilités. Est-ce que vous la qualifieriez de liste de gauche ? Je la qualifierais de liste de rassemblement, puis de liste de la Corse. Cela étant, majoritairement, les candidats sur la liste sont de gauche, à commencer par votre serviteur, par moi-même, par Maria, par Paul-Marie et bien d'autres, avec effectivement des personnalités d'ouverture, et puis quelques personnalités d'autres sensibilités, essentiellement nationalistes. Voilà, donc c'est une liste de rassemblement. Donc si vous gagnez, on peut dire que la collectivité territoriale de gauche, de Corse, restera à gauche. Si l'on veut, mais enfin, écoutez, c'est pas vraiment le sujet du moment, le débat national dans cette affaire-là. D'abord parce qu'au sein de l'Assemblée de Corse... beaucoup, hein. Bon, je ne sais pas si le gouvernement y tient, ça c'est vous qui... À garder le maximum de régions. À garder le maximum de régions. Je pense que la Corse est décomptée à part, et de toute façon, voilà, c'est pas le sujet du moment. Je veux dire, dans mon attitude vis-à-vis du gouvernement, je suis loyal au gouvernement en général, bien sûr, sur le plan national, mais sur la Corse, je suis surtout loyal à la Corse. Si le gouvernement est d'une opinion, même si je le soutiens le gouvernement, et que la Corse est d'une autre, je suis pour la Corse. Mais ce pourrait être une des seules régions qui resterait à gauche. D'où son importance pour le gouvernement, y compris pour Paris. Écoutez, bon, moi j'en sais rien, les régions qui vont rester à gauche, il y en a quand même quelques-unes d'assez fortes. Il y a la Bretagne, il y a le grand Sud-Ouest, etc. Nous verrons bien. C'est franchement pas ma préoccupation ni le sujet du moment. Et je crois, je vais vous le dire, que c'est pas du tout la préoccupation des électeurs, qui du tout ne se fondent pas sur des critères nationaux dans cette élection. Ça, c'est très clair. Le fait d'avoir associé des personnalités de droite à votre liste, c'est des démarches de rassemblement, comme vous dites, mais c'est pas aussi la préparation d'un 3e tour, peut-être ? Oh non, n'y voyez pas des choses comme ça compliquées. D'abord, ça fait 20 ans que je le fais. D'associer les personnalités. Mais là, vous avez accentué quand même. Pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça. Un certain nombre de gens de droite. Pas plus, pas moins, d'une certaine manière. Regardez bien les comptes. Voilà, c'est pas le sujet, c'est la Corse. C'est une liste de bonne volonté. Alors vous vous vantez d'un bon bilan, hein, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que votre exécutif, qui est solidaire de la politique que vous avez menée, la majorité, a éclaté, y compris la majorité au cours de ce scrutin ? J'ai compté, il y a 4 membres de votre exécutif sur 9 qui sont sur des listes différentes. Vous savez, précédemment, quand je regarde Paul-Marie, quand je regarde Maria, etc., je constate que c'était des gens qui étaient sur d'autres listes au premier tour. Bon, franchement, à l'exécutif, il y a des gens qui ont été présents, il y a des gens qui ont été plus actifs que d'autres, il y a des gens qui sont libres, après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le cœur de l'exécutif, il est resté très uni, je dirais même qu'il s'est rassemblé, voilà. Pas faire de polémique là-dessus, ça n'a aucun sens. Ce qui est curieux quand même, c'est que vous avez des gens qui ont passé 5 ans à nous louer, à nous féliciter, à se féliciter d'y être, et puis justement à la veille des élections, disent que ça n'allait pas et qu'il y avait un pouvoir personnel. Oh, je l'explique par la nature humaine. Je crois qu'il ne faut pas en aller plus. Je me suis amusé à regarder les débats de l'Assemblée de Corse, c'est très amusant. Vous avez des gens qui aujourd'hui se disent pique-pendre, c'est normal, c'est la campagne électorale, y compris sur les listes nationalistes, y compris à leur tête. Par exemple Gilles Simeone, et qui, à certains moments de l'Assemblée de Corse, s'est félicité du climat, de l'esprit de dialogue et de concertation. Bon, j'y vois l'effet de nature humaine qui semble s'accentuer à la veille des gens qui vous ont soutenu, qui ont travaillé avec vous. Ils disent oui, non mais ça va pas, la gouvernance, il y a des choses qui ne vont pas. Les critiques ne portent pas forcément sur le bilan qu'ils assument, hein, mais plutôt sur la gouvernance. Voilà. Écoutez, la gouvernance, ils s'en sont rendus compte il y a 4 mois.
Moins de 4 mois, très bien. Eh bien, c'est un manque de clairvoyance singulier. Ils ont trouvé tout ça très bien pendant tout un temps, et puis 4 mois avant, il paraît que c'était pas bien. Voilà. Ils mettent en cause le rôle trop important de votre administration et de vos conseillers dans la gestion de la collectivité territoriale. Alors, dans la gestion de la collectivité vous en convenez ou l'administration joue effectivement un grand rôle, comme dans toutes les collectivités bien tenues. Quant au cabinet, il joue son rôle de conseil, ni plus ni moins. Alors, on peut toujours trouver un bouc émissaire ou un autre, ça c'est assez classique, mais dans mon rapport au conseil, j'accepte tous les conseils et en définitive, je décide. Alors vous affichez une confiance à toute épreuve au cours de cette campagne. J'ai quand même une certaine expérience des choses. Quand je vous dis que ça fonctionne beaucoup mieux cette fois-ci pour notre liste que précédemment... On a l'impression qu'il n'y a pas tellement d'engouement de l'électorat par rapport à... Ah ben écoutez, venez à nos réunions, venez on a quelques infos aussi. Venez dans la population, allez au contact, et moi je crois qu'il y a un réel engouement. À tel point qu'à un moment donné, on avait le sentiment d'être favori, ce qui était toujours gênant. Heureusement, vous y avez mis le mot d'ordre avec un sondage qu'on puisse dire, c'est qu'il ne restera pas dans les annales, ou plutôt qu'il restera dans les annales, et qui a redonné, effectivement, ce n'était pas le but de la manœuvre, mais ça a redonné à notre liste vraiment une sorte de remobilisation tout à fait extraordinaire. Vous placez la barre très haut. Lors de la présentation de votre programme, vous avez parlé d'un objectif à 25 000 voix. C'est pas très haut. C'est pas loin de 25 points, c'est entre 20 et 25 points. Non, c'est plutôt dans les 20-22, mais c'est pas très haut par rapport aux résultats de la dernière fois, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, par rapport à ce que l'on sait de ce qui se passe, etc. On ne se trompe en général pas. À 1000 ou 2000, bien entendu, non, c'est pas un objectif très élevé. Vous savez, vous allez commune par commune, vous voyez des gens, vous voyez les gens qui viennent, vous voyez les gens qui ne viennent pas, vous voyez les chiffres approximatifs dont on vous parle, parce que chacun est capable. C'est le nombre de maires sur la liste? Ah non, le nombre de maires sur la liste, ça n'a rien à voir. Ça, évidemment, il y a des personnalités sur la liste, il y a des élus sur la liste. Effectivement, on fait de la politique avec des gens qui viennent à la politique. Mais on fait aussi de la politique avec ceux qui en font, qui ont des références et de l'expérience. Tout ça est ridicule. Alors ceux qui n'arrivent pas à avoir des élus disent on a fait appel à la société civile. Alors je vous le dis, nous ne sommes pas la société militaire, nous sommes une société politique. Les défections, Henri Malos, Fanfan-Dominique, attendez, considérez il n'y a pas de défection de Fanfan-Dominique. Tout simplement parce qu'il n'était pas sur notre... Il n'est peut-être pas content, mais il n'était pas sur notre liste. On lui a fait une proposition qui ne lui a pas agréé. Henri Malos, on lui a proposé la 7e place, alors qu'on avait convenu qu'il serait dans les 10 premiers. Ça ne lui a pas convenu. Il voulait la 5e. On a essayé. Ça n'a pas pu être possible pour diverses raisons que vous imaginez. Pas d'inquiétude de ce côté-là, quoi. Écoutez, en termes électoraux, non. Et puis même, honnêtement, puis moi je dois dire que je suis extrêmement déçu. Si on trouve qu'une liste est abominable parce qu'on n'y est pas 5e... il est très sévère quand même. Alors qu'on l'a trouvée parfaite quelque temps avant, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'on s'est peut-être nous trompé. En tout cas, mes colistiers étaient extrêmement sévères. Quand José Galetti, maire de droite, dont la fille est sur votre liste, quand il appelle clairement dans une lettre à ses administrés à voter pour vous, vous trouvez ça productif ou contre-productif? Je n'en sais rien, c'est son affaire. Par ailleurs... Au motif que la collectivité territoriale de Corse a attribué beaucoup de subventions à sa commune, Luciane. Il faut avoir la reconnaissance. J'ai fait la comparaison. Vous avez 2 cités voisines. Vous avez Luciane et puis vous avez Bigouille. J'ai d'entretien des liens amicaux avec les 2 maires. Avec l'un des 2, d'ailleurs, je suis même parent, c'est Sauveur. Bien. J'ai aidé les 2 communes, c'est tout à fait légitime et normal, pas aucune reconnaissance. J'ai aidé, y compris par mon travail personnel, par mon implication personnelle, un certain nombre de projets de la commune de Luciane pendant des années, sans jamais rien demander en retour. D'ailleurs, sans avoir rien en retour. Pourquoi cette lettre? Un jour... Permettez-moi de finir. Un jour, le maire de Luciane décide de faire le pas, me propose de s'associer. Très bien. J'ai fait la comparaison. La commune de Bigouille a eu 4 fois plus de subventions sur la mandature attribuées que la commune de Luciane. Voilà, j'en suis désolé pour mon ami José Galette, j'en suis heureux pour l'ami Sauveur Bordeaux. Enfin, vous voyez bien que ce n'est pas là que se font la politique et les élections. Après, il y a ce réflexe de beaucoup d'élus un peu partout. Hier encore, j'étais dans une commune et le maire dit « je vous remercie », etc. Je dis « vous n'avez pas remercié, nous avons fait que notre devoir ». Et d'ailleurs, malheureusement, je suis obligé de vous dire qu'on a aidé votre commune, c'est vrai, mais je pouvais citer autour de vous, c'était encore du Sud, un certain nombre d'autres communes qui manifestement ne soutiennent pas ma liste et qui en ont eu autant et plus que vous. Voilà la réalité. Après, on peut toujours faire des calculs, etc. Est-ce que quelqu'un s'est plaint dans la mandature
de manière sérieuse et documentée, d'une inégalité dans la répartition des subventions de la collectivité publique. Est-ce que la Corse du Sud a eu moins que la Haute-Corse? Est-ce que les uns ont eu moins que les autres en fonction de leur appartenance? Non. Dans aucun domaine, y compris dans ceux qui dépendent de l'appréciation, il n'y en a pas beaucoup, de l'appréciation de l'exécutif. Voilà, c'est vraiment un mauvais procès et on peut démontrer le contraire extrêmement facilement. Alors je ne devrais pas dire ça en campagne électorale, je devrais dire aux uns et aux autres, mais voyons, je vais vous aider, je vous ai favorisé. Bon, ce n'est pas le cas. Donc voilà, mais je le dis sincèrement. Puis des comptes sont là. Alors il y a un autre élément qui pourrait peser sur la campagne, ce sont les affaires judiciaires. Il y a une multiplication des mises en examen, des auditions, de levier d'immunité parlementaire, des gens qui vous sont proches. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des conséquences sur le scrutin? D'abord, la justice, on est à sa disposition. Ensuite, il y a une affaire qui m'a concerné par une mise en examen. Mais pas l'évolution. Attendez, laissez-moi parler. L'évolution des choses conduit d'ailleurs sur ce dossier à ce qu'ils reprennent des proportions normales, vous le verrez dans quelques temps. Très bien. Après, de qui parlez-vous? Des gens déjà condamnés? Il y en a sur plusieurs listes. Des gens qui vont passer en correctionnel? Il y en a... Non. Écoutez, c'est un phénomène général et national. Si vous regardez l'élection présidentielle, beaucoup de candidats, et non des moindres, ont soit été condamnés, soit le seront, soit pourraient risquer de l'être. Mais ça a un impact sur l'opinion. Écoutez, je ne vois pas pourquoi ça aurait un impact supérieur me concernant ou concernant d'autres. D'autant plus qu'il y a une présomption d'innocence très claire. Et puis, voilà, arrêtons de faire de tout ça un cas. Arrêtons de bafouer la présomption d'innocence. Je connais des députés qui ont été poursuivis pendant 15 ans pour finalement avoir des non-lieux généralisés. Mais pour ce qui est de la Corse, si vous regardez les listes, vous comprendrez que nous sommes plutôt moins touchés par le phénomène que d'autres. Maintenant, si vous voulez que je vous donne des noms, je les donnerai. Prenons comme exemple l'affaire des gîtes ruraux, puisque vous l'avez évoqué, vous êtes mis en examen, d'autres sont mis en examen, vous rejetez toute responsabilité. Bon, il y a la présomption d'innocence, d'accord, mais est-ce que vous reconnaissez au minimum, peut-être qu'on a abusé de votre confiance? Alors, on a sans doute abusé de ma confiance, mais de toute façon, je ne vais pas vous étaler les choses en public, ça apparaîtra dans la procédure et plus rapidement que vous ne pensez. C'est tout ce que j'ai à dire, je suis d'une sérénité absolue dans cette affaire. Vous n'avez pas été assez vigilant? Absolument. J'ai été vigilant, peut-être. Il était difficile dans le cas d'espèce d'être à ce point vigilant, mais ça, je n'ai pas à vous dire pourquoi. Alors, on parle des alliances au deuxième, troisième tour. Est-ce que vous allez faire la même démarche qu'en 2010 ? Cette fois-ci en ralliant essentiellement le Parti communiste, dont on peut penser que ce sera sans doute un des seuls à franchir. Tout ça est très intéressant, vous parlez de tactique, etc. Pour le moment, je me suis déjà largement exprimé là-dessus. On essaie de s'allier d'abord dans sa famille, très naturellement, et la famille, elle est clairement et majoritairement à gauche, et puis voilà. Et donc, c'est assez naturel que les choses se passent ainsi. Mais je ne voudrais pas que tout ce contraste soit uniquement consacré à la tactique, etc. D'autant plus qu'on s'est déjà exprimé. Vous allez reconduire la même démarche qu'auparavant. On s'est déjà exprimé 4 fois sur le sujet. On peut le redire de manière récurrente. Ça n'a aucun intérêt. Alors une question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est votre présence à l'exécutif. 2017, il va vous falloir choisir, puisque je suppose que vous allez représenter comme parlementaire. Vous choisirez quoi? Ça, c'est un présupposé. Écoutez, moi, j'ai toujours dit les choses clairement. Ici même, sur ce plateau, j'ai toujours dit une chose. Aujourd'hui, je peux me présenter, j'ai le droit de me présenter très bien. En 2017, serais-je candidat aux législatives? Ça dépendra du point de savoir, ce sera un moment de choix. Soit j'estimerais que, effectivement, on arrive en fin de mandature, j'ai fait ce qu'il fallait, les choses ont avancé, puis nul n'est irremplaçable, et peut-être que je me présenterai comme à la législative. Si j'estime au contraire que, malheureusement, les choses n'ont pas avancé assez, je ne me présenterai pas à la législative. Il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème à cet égard. Sauf si la loi ne s'appliquait pas, ce qui, au passage, est probable. Il est tôt pour parler des alliances. Par contre, les adversaires dans l'élection, toujours pareil, dans votre présentation du programme, on a vu quand même que vis-à-vis de Gilles Simeoni, du maire de Bastia, les attaques étaient plus directes sur ceux qui avaient des programmes, ceux qui n'avaient pas, ceux qui exerçaient. J'ai pas d'ennemis et j'ai même pas vraiment d'adversaires. D'ailleurs, les rapports sont relativement cordiaux. La seule chose, c'est qu'on est quand même obligé de répondre à des contre-vérités. Et donc, je réponds à quelques contre-vérités. Il se trouve qu'il y a eu un peu plus de contre-vérités de ce côté-là. J'y réponds nécessairement. Mais franchement, vous savez, on a travaillé avec tout le monde dans cette mandature.
On a réuni des majorités, y compris avec cela, et c'est tant mieux, et c'est très bien. On s'est parfois même embrassé après des votes historiques, donc je n'ai pas d'animosité personnelle contre personne, et je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait de la part des uns ou des autres d'animosité personnelle. Donc c'est pas le sujet, on n'a pas d'ennemis, de toute façon il faudra rassembler. Pourquoi il faudra rassembler ? Même ayant une majorité, à supposer qu'elle soit supérieure que celle que nous avons aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'intention, ça n'a jamais été mon intention, d'essayer de faire un exercice solitaire du pouvoir et au sein d'une majorité relativement étroite. Au contraire, ce sera la volonté de poursuivre dans le rassemblement le plus grand. Moi, je suis très heureux quand la veille des élections, le contrat de plan État-région est voté à l'unanimité, que la programmation pluriannuelle de l'énergie est votée à l'unanimité. Encore heureux, c'est l'événement financier le plus important pour la Corse des 10 ou 15 dernières années. C'est supérieur au PEI. Donc tout ça, j'en suis heureux. Je suis heureux quand le PADUC est adopté à une vaste majorité. Je suis heureux quand la co-officialité, quand des choses essentielles, l'inscription de la Corse dans la Constitution est votée à une très large majorité. Et quand finalement, tout au long de la mandature, tous nos dossiers, à quelques rares exceptions, ont été votés à l'unanimité. Tiens, le seul qui n'a pas été voté, qui a été rejeté, c'est la proposition de très Charpenté sur une compagnie régionale maritime. Ça m'a un peu surpris. C'est pas ce que dit Jean-Guy Talabot. Ça m'a un peu surpris. Écoutez, c'est la vérité des faits. Après, on peut toujours en discuter. Jean-Guy a son opinion. Il l'exprime autant qu'il veut, mais moi je peux vous dire le travail qui a été fait précédemment, le rapport qui a été présenté consistait à dire on fait d'abord une SEM d'investissement, mais il ne faut pas lui enlever la possibilité d'exploiter s'il y a un retrait, une difficulté avec la SNCM ou d'autres, etc., etc. Donc ça a été rejeté. J'avoue que j'y vois un peu de tactique et d'habileté électorale. Mais enfin, ça se retourne souvent contre ceux qui l'attendent, cette habileté-là. Alors, on en vient à votre programme. Vous avez fait une conférence de presse cette semaine pour en présenter les grands axes. Alors, il y a un engagement, c'est de ne pas créer d'emplois publics dans les années à venir. Il y a aucune c'est ce qui est écrit. Il y a aucune rupture pour le coup, ça. Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'on n'a pas créé beaucoup d'emplois. On en a créé quand même. Hein. Mais très peu, c'est ça qui est extravagant. C'est ça qui est extravagant. On en a créé très peu. La réalité, on peut toujours raconter. On a effectivement, quand on crée la cinémathèque et de Corse et quand on l'Office de l'environnement, quand on crée pas de poste. On fait que des gens qui étaient déjà financés par la collectivité sont financés sur le budget du personnel. Quand on regarde la réalité des choses, c'est ça. Quand je donne et remets à chaque membre de l'Assemblée de Corse la liste nominative des personnes nommées, est-ce que quelqu'un fait des remarques ? J'aimerais qu'on le fasse ailleurs. Est-ce que quelqu'un fait remarque en disant ça c'est une nomination, ça c'est une nomination ceci, ça c'est une nomination de ça ? Qu'est-ce que je dis pendant la campagne ? Je dis qu'on a diminué en 2014, c'est le compte administratif, de 5% nos dépenses de fonctionnement. Et qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, mais qu'on va essayer de continuer dans cette voie-là. Et que par conséquent, à tout le moins, non seulement je dis qu'on ne créera pas de postes, mais que même on ne renouvellera pas tous les postes de gens arrivant à la retraite. Ça, c'est très clair. On ne peut pas être plus précis. C'est ce qu'a décidé notamment récemment le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, à ne pas remplacer les fonctionnaires partant à la retraite. Il est allé même plus loin et il a supprimé 3 semaines de congés aux agents titulaires. 11 jours de RTT plus 3 jours de congés annuels, ce qui fait 3 semaines. Ciotti, ça ne me paraît pas le sujet. Est-ce qu'il ne faut pas une voie, M. Crusoe ? Écoutez, M. Ciotti n'a jamais ouvert de voie nulle part. Par conséquent, même dans ce domaine-là, tout ça, à la veille des élections, ce sont des gesticulations qui n'ont pas de sens. C'est pas très populaire, pour le coup. Je ne sais pas si c'est populaire ou pas populaire, c'est surtout très malvenu et c'est pas sérieux. Sur l'emploi, vous avez évoqué la situation de l'emploi dans la Corse, il y a plus de 22 000 chômeurs, on y revient toujours. Vous l'avez évoqué dans votre conférence de presse, vous avez parlé aussi du secteur du BTP qui était touché par l'arrivée de salariés détachés. Plus de 2 000, avez-vous dit, je crois. Il faut ramener les choses à leur proportion. D'abord, on a effectivement un chômage important en Corse, mais aussi on a des statistiques de chômage un peu faussées par le fait qu'il y a des gens qui viennent en Corse avec leur dossier de chômage. Tout simplement parce que le pays est agréable. Bien. Deuxièmement, on a des phénomènes de saisonnalité qui font qu'après la saison, un certain nombre de gens restent inscrits en Corse et s'inscrivent au chômage parce que ça leur est commode ou parce que malheureusement, ils ne peuvent pas faire autrement. Très bien. Et ça gonfle un peu nos statistiques de chômage. Et puis j'ai simplement indiqué que nous voulons travailler sur l'emploi privé, comme nous l'avons fait dans la mandature, mais il s'agit de le faire beaucoup plus, et en particulier en utilisant des ressources nouvelles. La PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est pendant 8 ans, au global, de l'ordre de 3 milliards d'euros d'investissements qui pourront être faits encore sur un certain nombre de sujets. Il s'agit de transformer ça en emploi, mais pas en emploi venant de l'extérieur, encore moins en emploi détaché. 2000 emplois détachés aujourd'hui en Corse, c'est considérable.
Et essentiellement dans le BTP, il s'agit de discuter pied à pied de tout cela, avec les uns et les autres, et de passer en quelque sorte contrat. Alors, vous n'échapperez pas à une question sur les transports maritimes. L'entreprise Roca pourrait être désignée cette semaine par le tribunal de commerce de Marseille. Ça va plutôt dans votre sens? Votre préférence, elle est plutôt du côté de Roca? Non, écoutez, non. Je dois vous dire que non. J'ai reçu M. Roca quand il l'a demandé, j'ai reçu Corsica Maritime quand ils l'ont demandé, j'ai reçu beaucoup plus souvent la STEF, la CMN et puis également Baja Ferries, que ce soit à Paris, que ce soit en Corse, etc. Autant et plus que M. Roca. J'ai répondu à toutes les questions des uns et des autres et chacun est à égalité dans cette affaire. Quant au tribunal, je suis sur 8e sur votre liste. Moi, j'ai pas l'habitude de confondre. Vous savez, quand M. Roca a indifférent, quand M. Roca, que j'estime, a indifférent avec la CTC sur un problème de foncier sur un rond-point, il nous assigne au tribunal administratif. Et je ne crois pas qu'il regarde à cette occasion le fait que sa compagne soit effectivement sur ma liste. Je rappelle qu'elle n'est pas sur ma liste parce qu'elle est la compagne de M. Roca, parce qu'elle a été élue conseillère départementale et qu'elle a eu d'ailleurs à cet égard une attitude exemplaire, soit dit au passage. Donc ça n'a rien à voir. Bah non, ça n'a rien à voir, c'est pas pour ça, j'en suis désolé. J'entretiens des rapports qui ne sont pas amicaux avec M. Roca, qui sont des rapports professionnels, et je ne vois aucune raison de favoriser cette entreprise plutôt qu'une autre. C'est clair. D'ailleurs, quand bien même voudrais-je avoir une influence, je n'en aurais rigoureusement aucune. Je ne connais pas le tribunal de commerce de Marseille, je le connais par courrier et par échange, je ne connais pas plus le procureur de Marseille, et nous échangeons par courrier. Nous sommes parfois d'accord, parfois pas d'accord. Un point d'accord, j'avais contesté la candidature dans les conditions où elle était de M. Garin, j'avais dit ce que juridiquement on en pensait après une étude juridique, le procureur a eu la même analyse, c'est tout. Tout le reste, c'est du cinéma et de la déception peut-être. Et à ce jour, je ne sais pas qui sera désigné. Et je crois que ça risque d'être très compliqué. Le gouvernement, je ne sais pas qui il soutient. À un moment donné, il soutenait outrageusement le projet de M. Garin, ce que j'avais trouvé extrêmement choquant. À un autre moment, il semblait en soutenir d'autres, je n'en sais rien. Et en tout cas, le tribunal décidera souverainement. Ça peut être reporté aussi? Non, ça ne peut pas être reporté. Il y a une pression syndicale, sociale, avec un préavis de grève dès le lendemain. Ça vous inquiète pas, ça aussi? Non, ça ne m'inquiète pas, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que je pense je vais vous dire, pour une fois, je crois que les syndicats ont raison de se mobiliser pour la raison suivante. Il y a un plan social qui est annoncé. Il y a un financement du plan social qui est annoncé. 85 millions d'euros. Les partenaires sociaux souhaitent que ce soit concrétisé. Et il est temps que ce soit concrétisé. C'est-à-dire qu'on en rapporte la preuve que ça va bien se passer comme ça. Et il y a aussi toute une série de questions annexes ou pas, qui peuvent être importantes, de mutuelles, de prise en charge, etc., qui souhaitent voir clarifier avant que la reprise effective soit faite. Et la reprise effective, elle est prévue pour le 1er janvier. Donc, je pense qu'il y aura un espace de dialogue avant qu'il n'y ait une grève. En tout cas, je le souhaite très vivement. Et je le dis aux actionnaires, y compris à l'État. Cette mandature sera celle de la mise en œuvre de la collectivité unique, normalement. Alors, vous prenez la création d'un établissement public de la CTC qui ferait la liaison entre les intercommunalités et la collectivité territoriale. C'est assez flou. C'est pas une assemblée élue. Écoutez, nous voulons concilier, chacun le sait, c'est pas comme je dis nous, ça veut dire aussi l'Assemblée de Corse, naturellement. Nous voulons concilier la représentation des territoires, autant que faire se peut, avec la représentation proportionnelle à l'échelon de la collectivité territoriale. Nous voulons également que l'intercommunalité ne soit pas pratiquée d'une manière artificielle, peut-être technocratique, et ce n'est pas une critique vis-à-vis des préfets, ils ont des instructions. Vous ne pouvez pas en Corse faire l'intercommunalité comme ailleurs. Vous êtes obligé de tenir compte en Corse du fait qu'il n'y aura plus de départements, qu'il y aura une fusion des collectivités. Donc l'intercommunalité jouera un très grand rôle. Il ne faut pas tomber dans la démagogie en disant on veut des intercommunalités à moins de 5000, ce n'est pas un cadeau à faire à moins de 5000 habitants, qui est un seuil déjà dérogatoire. Il faut sur l'intercommunalité un consensus. Et je crois que si... Les ministres vous ont répondu sur cette question, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de système dérogatoire pour le moins de 5000, non, il ne faut pas. Non, mais pour l'intercommunalité en Corse, elle est dessinée aujourd'hui par les préfets. J'ai cru comprendre que, non, vous avez cru que le ministre... Et vous vous trompez. Et je n'allez pas laisser cette prérogative à la future collectivité. Non. Chacun s'exprime, etc. On est en élection et tout ça. Mais moi, quand j'ai une idée derrière la tête, je l'ai jusqu'au bout. Et par conséquent, cette notion qui est de bon sens, nous allons la faire prévaloir. Et s'il le faut, nous proposons qu'elle prévale dans la loi. Voilà. Et donc, il faut être très clair là-dessus. Au crédit de votre bilan, vous avez mis tout à l'heure la co-fiscalité.
Bah, écoutez, au crédit de mon bilan, il y a quand même pas mal de choses. Oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais il y a très peu de passifs. Oui, non, mais... Je suis sorti de l'emprunt toxique, ça nous a coûté des dizaines de millions d'euros sur la mandature. Excusez-moi, ça c'est l'effacement des passifs précédents et la création de nouveaux actifs. 100 millions d'euros d'excédent de la section de fonctionnement, malgré la baisse des documentations, malgré l'emprunt toxique et le reste. Le renouvellement de tous les contrats, parce qu'on n'en parle jamais. José Ross, il dit il faut on va chercher de l'argent dans un fonds d'investissement d'État, mais nous avons renouvelé le pays, le CPER, les fonds européens, comme jamais ça ne s'était fait. On a introduit la PPE qui représente plus que tout cela réuni, et on me parle du bilan et on dit à l'actif il y a un petit quelque chose. Non, quand même. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a jamais eu autant. Laissez-moi poursuivre la question. Je disais, vous avez cité la co-officialité, le statut de résident, qui pour l'instant sont lettres mortes. Est-ce que vous revenez à la charge à partir de janvier? Dans la le dialogue va reprendre avec le gouvernement. Nous avons obtenu 4 lois. Nous avons obtenu tout ce que la loi permettait, tout ce que la Constitution permettait. Nous avons obtenu une loi sur la collectivité unique, qui est aujourd'hui en cours d'être mise en œuvre. Nous avons obtenu une loi qui permet de créer le PADUC, un outil exceptionnel et unique dans tout le territoire de la République. Nous avons obtenu l'outil foncier, l'office foncier, un outil unique sur le territoire de la République. J'ai obtenu 2 fois que le Parlement vote, je dis j'ai parce que j'y ai quand même plus que contribué, c'est le moins qu'on puisse dire, en initiative et en soutien, que 2 fois les arrêtés Miot soient prorogés. Le Conseil constitutionnel s'y est opposé. Vous me dites, vous n'avez pas gagné sur la Constitution. Qui a gagné? Il n'y a pas eu de révision constitutionnelle, il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Et la dernière fois qu'il y a eu une révision constitutionnelle en France, apparemment, il n'est pas prêt d'y en avoir. C'est fait passer parce que j'ai voté pour, avec le pouvoir que j'avais et l'influence que j'avais. Et chacun le sait, demandez à M. Sarkozy, c'est pas si facile. Pour moi, c'est absolument essentiel. C'est pas parce qu'on n'a pas obtenu à l'immédiat. Vous savez, Sieyès disait la majorité est immédiate, l'unanimité est immédiate. Et bien la Constitution, c'est médiat. Ça ne vient pas tout de suite, mais ça viendra. Et ce qui est très important, c'est que la Corse a choisi très majoritairement ces objectifs-là. Le foncier, la fiscalité, la langue. Et on va plus que jamais s'y tenir. Eh bien, on verra si ces promesses seront réalisées. Paul Jacob, merci. Ce sont des réalités. En tout cas, d'avoir participé à ce contraste. Roger, Patrick, merci à vous également. Ces émissions consacrées aux élections territoriales sont donc terminées. Mais nous nous retrouverons la semaine prochaine dans une configuration habituelle avec un seul invité. Ce sera Patrick Maisonneuve, avocat bien connu, qui a écrit un livre sur les rapports justice et politique. A domani prossimo, dunque, intanto buona settimana a tutti.